Hello, on est jeudi 25 août si je dis pas de bêtises. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau carnet de lecture qui sera assez court normalement. En même temps, chaque fois que je dis ça, c'est la cata. Donc je le commence ce jeudi car j'aimerais essayer de terminer des lectures pour la fin du mois d'août. Et comme ça, commencer ma pile à lire de l'automne en septembre. Et donc, ça va me motiver un petit peu. Vous allez me motiver. Donc, j'ai en cours plusieurs livres. J'ai Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb, que je ne pense pas terminer, mais que j'aimerais avancer. J'aimerais terminer À rude épreuve, donc c'est le tome 2 de la saga des Casalets de Elizabeth Jane Howard. Ici, je ne sais plus quelle est la collection. Voltaire, je sais plus. J'aime beaucoup et j'en suis presque à la moitié. C'est assez long parce que ça fait à peu près, je dirais plus de 500 pages. Hein. 570 pages à peu près. Et sinon, j'aimerais aussi finir ma lecture de Un barbare en Asie d'Henri Michaud. Je me force un peu là, j'avoue. Parce que en fait j'ai pas lu grand chose du tout et j'ai pas trop aimé, donc il faut juste que je m'accroche un petit peu. Donc je me suis fait un petit découpage pour le terminer. Et sinon j'ai c'est tout, je crois, c'est pas mal. Donc je vais voir un petit peu ce que je peux lire ces quelques jours. Ça fait à peu près une semaine. Donc là j'allais me poser, en fait il est 19h, je suis crevée. Mes garçons viennent de rentrer de vacances. Ça a été un petit peu chaotique le retour. Il y a eu... Bref, ça a été un petit peu chaotique. La rentrée doit certainement un peu les angoisser. Là ça se calme. Je vais me poser avec mon bouquin. J'ai une demi-heure de lecture à peu près, peut-être un peu moins. Et ça va me faire du bien. Je pensais même lire d'abord un petit manga. Je vais voir. Et voilà, oui, je voulais dire en audio, j'ai Betty aussi de Tiffany McDaniel. Mais je pense pas le terminer non plus sur ce carnet de lecture, donc voilà. Je vais vous dire pour commencer aussi que j'ai travaillé aujourd'hui sur le découpage des 2 lectures communes que je propose sur septembre. Je vais vous monter les bouquins. Donc voici les 2 livres. Donc il y a le dernier tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos, c'est La Tempête des échos. On va lire en à peu près une vingtaine de jours, je crois 18 ou 20 jours, quelque chose comme ça. Environ 30 pages par jour. Et Racine de Alex Allais chez J'ai lu. Là, c'est quelques pages par jour. Donc, vous voyez, il y a plein de post-it. Il paraît que c'est un très beau livre, donc j'ai hâte de m'y mettre. Celui-ci m'a été offert par mes parents. Ils l'avaient trouvé dans ma wishlist l'année dernière, donc il m'avait été offert à Noël. Et il fait partie de ma palle de l'enfer parce qu'il me fait un petit peu peur, je ne sais pas trop pourquoi. Donc voilà. Mais en même temps, j'ai très envie d'y aller. En fait, j'ai très envie de commencer mes lectures de septembre. Donc ce vlog va me permettre de finaliser août et puis de passer à la suite sereinement. Quel plaisir de lire les haïkus de Bachot. Je suis complètement touchée. Il y en a beaucoup que je note. C'est vraiment très beau. Donc j'en suis à peu près à la moitié du livre. Et, je vous en citerai quelques-uns à la fin quand j'aurai fini. Et je vais les noter en fait pour pouvoir les mettre mettre quelques-uns dans mon bullet journal ou les utiliser voilà, comme inspiration. Donc vraiment très beau livre.
Hello, hello, on est mardi 30 août. Je viens vous montrer ce que j'ai lu un petit peu parce que, en fait, j'avais pas fini de roman, donc je pouvais pas trop venir vous voir avant. J'aime bien venir vous voir quand j'ai fini de lire un roman. Et celui que j'étais en train de lire était assez long, donc je l'ai fini ce matin. J'ai lu À rude épreuve, le second tome de la saga des Casalets de Elizabeth Jane Howard, ici aux éditions La Table Ronde. Et j'ai beaucoup aimé retrouver tous mes personnages. Donc en fait c'est une saga qui se passe en Grande-Bretagne pendant la période d'avant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la guerre. Et je ne sais pas si ça continue après. Je crois qu'il y a 5 volumes qui sont sortis et je me demande si la saga est terminée. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un beau bébé qui fait à peu près, je sais pas, 550 pages, 570 pages si mes souvenirs sont bons. Et en fait, on suit toute une famille. Alors, j'ai corné une page, oui, j'ai corné une page, parce qu'elle est importante. Je vous l'ai déjà montré quand j'avais lu le premier tome. C'est que c'est l'arbre généalogique. Donc là, on a l'arbre généalogique que je trouve, bon, effectivement, c'est intéressant de savoir qui est le parent de qui. Mais ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est cette partie-là. Parce que donc on a la famille Casalet, on a le Brigue et la Duche, ça c'est les deux aînés, le papa et la maman. Donc on a de son prénom William pour lui, et elle Kitty, mais en fait on dit jamais leur prénom. Donc c'est vraiment le Brigue et la Duche. Ils ont 4 enfants, ils ont Rachel, une seule fille, Rachel qui n'est pas mariée, qui a, je sais pas, elle a 35-40 ans, quelque chose comme ça. En fait, elle est amoureuse d'une autre femme, mais personne ne le sait. Je suis désolée, il y a des travaux encore à côté de chez moi. Ça a duré encore un peu. Je vais peut-être fermer quand même. Même si j'ai chaud, je ferme pour que vous puissiez m'entendre un peu mieux. Après, ils ont 3 fils. Hugh, je sais pas comment on prononce, qui est marié avec Sibylle, Edward qui est marié avec Viola, et Rupert qui a perdu sa femme et qui s'est remarié avec la jeune Zoé. Et chacun a des enfants. Donc, je vous montre un petit peu. Et donc, c'est important de savoir qui est l'enfant de qui. Moi, c'est là où je suis un petit peu perdue. Et c'est pour ça que je fais souvent des allers-retours, parce que je ne sais plus si Polly, c'est la fille de Hugh et Sibylle, ou Louise. Voilà. Parce que dans ce tome-là, il y a une construction un petit peu différente de la construction du premier tome. En fait, dans le premier tome, on avait, c'est chronologique, on va dire, on va se donner rendez-vous en mars 1938, puis ensuite en septembre 1938, puis après on va recommencer, voilà, donc c'est comme ça. Et puis ensuite, chaque personne à chaque fois qu'on change de personnage, on a un petit interparagraphe comme ça, et donc on sait qu'on va parler d'un autre personnage de cette famille. Là, on retrouve ça globalement, mais il y a aussi des chapitres qui sont dédiés à 3 personnages, qui sont 3 filles en fait de ces enfants de la famille Casalet. Donc on a Lydia, on a Louise et on a Clary. Et chacune a vraiment... enfin, ce sont des jeunes femmes, on va dire entre 15 et 20 ans, quelque chose comme ça. Elles ont des caractères assez forts, chacune... enfin, surtout Louise et Clary, pas Sibylle, comment s'appelle-t-elle? Ah zut, Polly est un peu plus effacée, mais elle est très sympathique, elle est très très proche de Clary. Louise est plus, en fait elle est plus âgée et elle est partie faire des études de théâtre, et déjà sa grande envie c'est de faire du théâtre. Clary, elle aime écrire, elle est très intrépide, elle n'a pas sa langue dans sa poche. J'aime beaucoup le personnage de Clary. Et Polly est plus effacée, on sait qu'elle est très belle. Voilà, elle est très belle. Ça va pas forcément être agréable pour elle, parce que des fois, juste la beauté peut gêner certains, hein, dans les comportements, notamment les hommes, même en temps de guerre. Ça peut poser problème. Donc voilà, on va suivre les aventures et la vie de cette famille pendant le début de cette guerre, avec le blackout à Londres, les bombardements vraiment qui sont là, qui sont parfois un petit peu loin, parfois on a l'impression qu'ils ont peur, parfois ils ont peur que ça se rapproche, parce qu'en fait ils vivent à, comment ça s'appelle, Home Palace,
Et c'est pas très loin de Londres, mais c'est dans la campagne. C'est vraiment une grande maison familiale. Il y a d'ailleurs plusieurs propriétés sur le domaine. Et certaines sont dédiées pour un peu... En fait, il y a une sorte d'hôpital qui a été mis en place pour le soin des blessés de la guerre. Il y a aussi des orphelins qui ont été mis à un certain endroit. Et la famille Casale va s'adapter, va aussi souffrir de pas mal de choses. On sent vraiment la présence de la guerre. Elle est là. Elle est présente, on sent les frustrations, on sent la difficulté de bien se nourrir. Et puis certains personnages, certains hommes de la famille Casale vont risquer leur vie. Et voilà, donc c'était assez intéressant d'un point de vue historique. Moi, je trouve que... en fait, on pourrait croire que c'est un peu comme... vous savez, on pourrait les comparer, je pense, facilement à Downton Abbey, et l'autre là, je me souviens plus, vous savez, l'autre série dont tout le monde parle, que j'ai vu, que j'ai pas aimé d'ailleurs, moi, mais tout le monde en parle. C'est pas Downton Abbey, c'est... Enfin, vous voyez laquelle je parle, hein, vous voyez, je vous mettrai la photo ici de l'affiche de la série Netflix, que j'ai vraiment pas aimé, parce que je trouve que c'était... Enfin, pour moi, c'est trop caricatural, c'est beaucoup trop axé sur des sujets sexuels, on va dire. C'est vraiment très... pour moi, c'est une série un peu facile. Je pense qu'il y a certaines personnes qui peut-être aiment ça. Je suis désolée si c'est le cas, mais moi, j'ai trouvé ça un peu ridicule. J'ai trouvé en plus que les acteurs jouaient pas forcément bien. Bon, j'ai pas trop aimé. J'ai regardé la saison 1, je sais pas s'il y en a d'autres. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Ah, ça m'énerve, on la voit passer partout, du coup je fais un boycott dans ma tête. Bref, on est un peu plus proche de Downton Abbey, sauf que c'est pas la même période, hein, si je dis pas de bêtises. On est aussi sur des personnages féminins assez forts. Dans Downton Abbey, on a vraiment la vie de la maison avec les différents personnages. Là, les domestiques, entre guillemets, sont moins présents dans l'histoire. C'est vraiment la famille. On a focus sur la famille. C'est très bien écrit. Vraiment, c'est bien écrit. On peut pas... Et ça se lit. Je trouve ça assez passionnant. Et cette famille, petit à petit, je m'attache à eux. Je me souviens que j'avais eu du mal à rentrer dans le premier tome. Et ce second tome, finalement, m'a bien plu. Donc je vais continuer la saga, je vais la continuer pour cet hiver, je pense. Je reprendrai en décembre le 3e tome. Je trouve qu'en plus sa couverture est assez hivernale. Je vous mettrai peut-être là la couverture pour que vous voyez. Donc ce sera parfait. Et puis j'ai bien envie de savoir ce qu'il en est. Donc peut-être en décembre ou en janvier, je lirai la suite. Mais je vous la conseille. Par contre, petit détail, le livre est extrêmement lourd. Et ça me faisait mal au poignet, tellement parfois c'était désagréable. J'étais obligée de mettre mon Booksite pour pouvoir poser mon bouquin pendant que je lisais. Sans forcément tricoter, mais voilà, je lisais avec le Booksite. Sinon, j'ai lu plusieurs choses en graphique. J'ai lu le second tome du Voleur d'estampes de Camille Moulin-Dupré, que j'ai pris à la bibliothèque. J'ai le premier dans ma bibliothèque, mais je vais l'enlever, je pense. Je vais comment on dit, le unhaul. Voilà. Je vais l'enlever de ma bibliothèque, je vais le mettre sur Vinted. Et puis, bah, écoutez, oui, mais non, je sais pas comment expliquer. Les dessins sont toujours chouettes. Je vais vous montrer un petit peu. J'aimerais vous montrer un petit peu le type de dessin. On est sur un univers graphique assez intéressant, assez flottant, je dirais, avec un dessin avec seulement quelques lignes et du noir et blanc très contrasté. On continue l'histoire de ce voleur qui, en fait... alors, attendez, hop. Alors, franchement, la conclusion ébouriffante du voleur d'estampes, oui, bon. Voilà, l'histoire, c'est l'histoire d'un voleur en fait dont le visage est inconnu, qui a un peu des pouvoirs, hein, puisqu'il peut vraiment voler aussi. On a l'impression qu'il peut voler. Il est amoureux de cette jeune femme qui revient en fait en ville, et son père veut la marier avec un capitaine.
Et donc elle n'a pas envie parce qu'en cachette, ils se voient tous les deux. Donc elle est la seule qui sait qui il est. Tout le monde au village, en fait, cautionne un petit peu le voleur d'estampes parce que justement, il vole aux riches, un peu à la façon du Robin des Bois. C'est un peu un Robin des Bois, mais pas pour redistribuer, hein. Il entrepose tout. Et en fait, son grand défi, c'est de voler un énorme Bouddha, la plus grande statue de Bouddha du Japon. Et donc, il va essayer de faire ça. Et en fait, il se passe que ça, hein, concrètement. Voilà, c'est tout. Elle fume de l'opium. Elle est un petit peu défoncée tout le temps. Ce qui fait une atmosphère un peu nébuleuse, comme ça. J'ai trouvé qu'il se passait pas grand-chose. Et j'ai pas trop... Un volume, en fait, ça aurait peut-être été suffisant, hein, pour cette histoire. J'ai trouvé que les dessins étaient pas mal, mais que parfois, j'arrivais pas, en fait, à suivre le fil. Je vais essayer de vous montrer. Il y a des moments, voilà, par exemple, des moments comme ça, où je ne savais pas vraiment où il fallait que je lise. J'étais un peu perdue dans les bulles. Pas dans les bulles, je sais pas comment ça s'appelle. Dans la page, quoi. Et voilà. Mais sinon, d'un point de vue esthétique, c'est assez beau. Mais bon, pas non plus... Une histoire pas forcément passionnante, en fait. C'est ça que je reproche. J'ai lu la suite, le second tome de La fille du temple au chat, je pense que c'est ça, de Makoto Ojiro. On est chez Soleil Manga. Et ça faisait longtemps que j'avais lu le premier tome que j'ai dans ma bibliothèque. Et ben, j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages de cette histoire. Cette jeune fille qui a une vingtaine d'années et qui s'occupe de ce temple à la suite du décès de son grand-père, si je ne dis pas de bêtises. Et bon, elle est très jolie. Il y a un de ses cousins qui est en fait hébergé dans ce temple. Et il va faire ses études là parce qu'il ne s'entend plus vraiment avec ses parents. Et en fait, il est accueilli dans ce temple. Et en fait, il est un petit peu genre très attiré, un petit peu très, très beaucoup, attiré par Shion. Elle s'appelle Shion et lui s'appelle Jen. Et en fait, ils ont des souvenirs d'enfance, ils s'amusaient tous les deux, ils étaient assez proches. Ils n'ont pas énormément d'écart, je dirais, ils ont 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et donc, il est un petit peu en admiration devant Shion et tous ses copains du lycée également. Et voilà, donc elle veut se remettre à la calligraphie pour donner des cours de calligraphie. C'est un rythme un peu lent. Il y a beaucoup de chats, parce que c'est ça que j'adore aussi. Il y a beaucoup de chats et je trouve ça cool. J'ai mis un petit post-it parce que je trouvais que c'était rigolo. Oui, en fait, c'est pas ça. J'ai mis un post-it à un endroit que je trouvais sympa parce que ils font des pâtisseries à base de riz et haricots rouges. Et en ce moment, avec les garçons, c'est un peu notre dada de trouver des recettes de mochi. Et notamment de goûter des mochis parce qu'on n'en a jamais goûté. Et donc d'ailleurs j'ai fait une commande, je vous montrerai ce que j'ai acheté. J'ai fait une commande sur le site Satsuki. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui aiment ça par ici, si vous connaissez ce site. Et donc j'ai acheté plusieurs petites choses. J'ai fait une commande là, que je vous montrerai dans un unboxing. Et voilà, donc du coup je trouvais ça marrant. Elle expliquait que le nom des mochis change. Ils font pas du ohaji, qui est une pâtisserie japonaise à base de riz et de haricots rouges. Donc moi j'appelle ça les mochi, mais c'est comme ça. Elle dit non, on fait pas ça, on fait du botamochi, oui, parce que le nom change en fonction de la saison. Au printemps c'est botamochi et quand vient la fin de l'été c'est ohaji. Voilà, je savais pas. Donc j'ai appris quelque chose, je trouvais ça intéressant. Voilà. J'adore les... Je vous montre juste les titres, quand on commence un nouveau chapitre, il y a toujours un chat. Et elle est vraiment mignonne. Voilà, bref, il y a vraiment une atmosphère. Moi, c'est un petit peu séduction. Il y a pas mal de plans sur ses fesses. Ça m'a un petit peu gênée. On montre beaucoup les fesses de Shion. Mais pas nues, hein. On montre beaucoup ses fesses en jean, quoi. Il est très... Enfin, en même temps, c'est le point de vue du jeune garçon qui, on sent, voilà, est à un âge de découverte... de son corps. Et sinon, mon fils Simon m'a conseillé Jack le Téméraire, qui est en 2 tomes, qui est une BD de Ben Hatke chez Rue de Sèvres. Ça fait longtemps qu'il l'a dans sa bibliothèque. Et on a les 2 tomes d'ailleurs. Il m'a dit, vas-y, lis-le. Alors franchement, la couverture ne me tentait pas plus que ça, je dois l'admettre.
Et je l'ai lu hier soir et franchement c'était vachement bien. Je vais vous montrer peut-être quelques images. Donc on suit un jeune garçon c'est lui, avec sa sœur qui est muette. Là elle parle mais elle est muette. Elle va pas à l'école. J'essaie de vous montrer un petit peu, de vous présenter. Voilà. Elle doit, si elle va à l'école mais elle parle pas et la maman en fait galère, hein. Donc elle a 36 000 boulots et donc c'est Jack qui doit s'occuper de sa petite fille, de sa petite sœur m'a dit. Et en fait pour l'occuper, un jour ils vont aller à une foire et puis il y a une personne qui va leur vendre des graines de jardin pour mettre dans un jardin. Et en fait Maddy un jour va retourner la terre et donc son frère va l'aider un après-midi, il s'ennuie. Et ils vont planter ces graines. Et ce qui va pousser va être un petit peu bizarre. Ils vont être aidés de leur voisine qui ne va pas à l'école avec Jack. En fait, elle fait l'école à la maison. On sent qu'elle est particulièrement intelligente et débrouillarde. Elle aime bien le baston. Et ils sont rigolos tous les trois. En fait, c'est un peu une réécriture de Jack et le haricot magique, je trouve. Enfin, je pense, hein, c'est pas forcément écrit noir sur blanc, mais pour moi, c'est vraiment la réécriture de ça. On parle d'acceptation de la différence, de handicap, voilà, de la valeur des choses aussi. Je trouve que c'était assez intéressant. Franchement, ça m'a bien plu. Je l'ai lu très rapide. Ça se lit vraiment très très rapidement. Voilà, tout ce que je voulais dire, rien de plus. Le dessin est vraiment sympa. Je vous montre un petit peu. Je dirais pas pourquoi, mais ils volent. Voilà, donc si vous avez des enfants, je pense, enfin voilà, ados un peu comme les miens là, entre 10 et 15, 16 ans, même voire après. Enfin, ouais, voire après, je sais pas, parce que c'est quand même assez simple en histoire et en dessin. Mais bon, je peux vous les conseiller parce que je trouve ça plutôt sympa. Moi, je vais lire le second du coup et je vous dirai si c'est tout aussi bien. Simon avait l'air de me dire que c'était un peu différent le second. À voir, je vais le lire prochainement. Voilà pour le petit blabla du jour. J'ai peur que ça fasse beaucoup. Ce qui est étonnant, c'est que sur mon application, j'ai plus le temps. Bon, bah écoute, j'espère que ça enregistre, en tout cas. Allez, je vous laisse. Ok, on a reçu la commande de Satsuki. Vous êtes ready? Unboxing. Donc on va juste vous montrer ce qu'on a pris. Ouais. Donc on a pris les mochi dont je vous parlais. Ceux-là, ils sont à l'haricot rouge, c'est le meilleur. Taro. Voilà. Taro. Ah, ceux-là, c'est au taro. On sait pas, on va goûter, on vous dira. C'est ceux-là au haricot rouge. Voilà. Donc on va goûter ça après. Après, on a pris des cadeaux. On va offrir dans des calendriers de l'Avent, je ne dirai pas pour qui. Donc il y a ça, qui est du wasabi en tube. Ah, ça, j'ai déjà vu du wasabi en tube. C'est des bâtons d'encens. Et là, c'est Cherry Blossom, fleur de cerisier, parfum doux de fleurs de cerisier en plein printemps. Sinon, tu peux regarder si c'est ok. J'ai aussi pris un super couteau japonais qui est pour éplucher. Il est très chouette. Il est stylé, il ressemble à un de nos couteaux. Du vinaigre de framboise, si j'ai pas de bêtises. Prune et shiso. Un mug. Celui-ci, il est pour moi. Enfin, il est pour nous. Hein. Mais il est trop chouette. Il a une anse rouge. Je vous la montrerai en détail un peu plus tard. Et puis, j'ai pris ça, qui est de la pâte d'haricots sucrés. Voilà, parce qu'en fait, on s'est dit qu'on allait peut-être essayer de faire des mochis. Et je pense que ce sera pas mal pour essayer. C'est trop bon, la pâte d'haricots. Voilà, on va tester. Voilà pour le petit unboxing. Je vous mets le lien vers le site en dessous si ça vous intéresse d'aller découvrir. Et si vous connaissez déjà, que vous avez des retours à faire, n'hésitez pas. Hello, hello du vendredi. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais
il faut que je vous montre des petites choses que j'ai lues dernièrement. En fait, je suis pas venue vous voir parce que j'ai été un peu malade. Ouais, j'étais bien malade même. C'est passé, donc tout va bien. Mais mon estomac m'a dit ça va pas là, que t'as mangé un truc vraiment dégueulasse. Donc non, j'étais pas bien. Et ça va un petit peu mieux. Donc maintenant, j'ai lu quand même si c'est quand on n'est pas bien, on n'est pas forcément envie de faire quoi que ce soit. J'ai quand même lu. J'ai fini un chef-d'œuvre, donc c'est l'intégrale de tous les haïkus de Basho. Ici on est chez Point, dans une très belle collection. Et comme vous le voyez, il y en a beaucoup qui m'ont touchée. Donc pour moi je ne suis pas du tout, je pense, apte à faire une analyse critique des haïkus de Basho parce que voilà, je ne les connais pas forcément tous. Mais je connais pas tous les grands maîtres du haikai, c'est ça qu'on dit, les japonais classiques. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il en a écrit avec Etsujin à la fin, là, donc il partage à la fin. Ce recueil est assez bien fait. En fait, on a l'intégralité, puis on a une partie à la fin. En fait, à la fin, il y a plusieurs auteurs qui se sont rassemblés pour écrire des haïkus à certains endroits, dans une ville. Ils ont été invités pour écrire des haïkus. Puis après, il y en a qui étaient sans date. Ils n'ont pas réussi à les dater, ils les ont mis ensemble. Voilà. Haïkus dont les dates sont inconnues. Ensuite, voilà, Nuit de Fukagawa. Donc c'est là où ces deux maîtres du haikai ont été invités, Etsujin et Basho, à écrire des haïkus pendant une nuit, je pense, hein, si on est logique. Alors chaque haïku est annoté. Donc à la fin du livre, il y a des notes en fait plus précises pour expliquer où se trouvait Basho. Pour nous expliquer également les écritures. Les écritures, par exemple, ici, on nous dit que Ebizu, la façon dont c'est écrit ici, signifie divinité shinto des pêcheurs, de la nourriture et de la sagesse. Il est souvent représenté en compagnie d'un autre. Cette écriture est vraiment très particulière et signifie bien plus que le simple geste, c'est-à-dire que un geste accompagné d'un autre geste signifie plusieurs choses en fait. Le symbole s'enrichit auprès d'autres symboles. Ce qui est intéressant, donc comme vous le voyez, c'est que donc on commence par l'écriture japonaise, puis ensuite on a sa traduction en japonais contemporain, quoi, enfin l'écriture de la langue, et ensuite on a sa traduction en français. Et souvent, je vais essayer de vous montrer, souvent on a un petit contexte dans l'écriture du haïku qui est intéressant de lire parce que ça remet en perspective pas mal de choses et c'est assez fréquent. Vous voyez, on a quand même, c'est souvent accompagné de textes intéressants à lire. Donc j'ai vraiment, alors j'ai beaucoup aimé. On est dans de la contemplation, souvent de la nature. Basho, je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit derrière. Donc Basho était fils de samouraï. Il est né en 1644 et il est mort en 1694. Il a vécu de son art et pour son art dans un dénuement choisi. À l'âge de 13 ans, il apprend d'un maître du haïku les rudiments du genre, puis fonde l'école de Shomon. Ses pérégrinations et ses longs séjours dans des ermitages inspireront son œuvre. Il meurt à Osaka après avoir confié à ses disciples la fleur du haikai et dans la nouveauté. Voilà. Donc on sent vraiment tout l'amour et tout ce qu'il met dans son œuvre. Donc c'est une forme très courte de poème. J'avais envie de vous en lire quelques-uns, pas forcément les analyser, mais pour que vous voyez un petit peu le style. Alors, je vais vous en lire 4-5. Donc celui-ci, c'est le numéro 28. Toutes ces fleurs éclosent dans le vent printanier, éclat de rire. Celui-là, j'adore. Première fleur de cerisier, l'impression en les voyant de pouvoir vivre 75 ans.
Alors là, il passe sur le chemin de montagne à Otsu. Sur le chemin montagneux, une violette me fascine, sans raison. J'essaie d'aller un petit peu plus loin. Très beau celui-ci aussi. Fleur rouge de prunier, j'éprouve de l'amour pour cette noble inconnue derrière le store. Sérénité s'infiltre dans le roc les cris des cigales. Certains m'en parlaient plus. J'avais envie d'en vous en trouver un sur l'automne. Est-ce que j'en ai un sur l'automne? Il a écrit beaucoup sur les saisons. Et ce que représentait pour lui certains arbres en fleurs. Ça, c'était très beau. Je vous lis juste ça, c'est très intéressant. N'ayant pas d'endroit où me fixer en ce monde, j'ai passé mes nuits à voyager ces dernières 6 ou 7 années, souffrant de nombreuses maladies. Ne pouvant oublier la compassion de mes chers amis et de mes disciples de toutes ces longues années, je suis finalement retournée à la plaine de Musashi. Jour après jour, les gens sont venus visiter mon pauvre ermitage. J'ai composé pour eux ce haïku. De toute façon, il ne m'est rien arrivé. Herbe de pampas fanée sous la neige. En fait, en quelques mots, il arrive en fait à figer une émotion, pas à figer justement, à tracer une émotion. C'est marrant, je pensais que j'en avais coché quelques-uns sur l'automne. Et j'ai été plus touchée par ceux du printemps et de l'été, faut croire, parce que quand je regarde ce que j'ai noté, hop, j'essaie de trouver rapidement, mais sinon tant pis. C'était vraiment un amoureux de la nature, hein. Mais des gens aussi, hein, parce qu'il parle souvent des gens qu'il a pu rencontrer, des amis qui viennent le voir. Allons admirer la neige jusqu'à cet endroit où nous tomberons. Bref, c'est très beau. Donc j'ai été très touchée par ces courts poèmes. Et j'en trouve pas sur l'automne. Si j'en trouve un, je vous l'écrirai ici ou ailleurs. Bref, voilà, j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille. Quelle découverte, finalement. Il m'a été offert par mon papa, ce livre. Et je lui en remercie. Je pense pas qu'il regarde la vidéo, mais je lui ai déjà dit. Et je l'ai dit à ma mère hier que j'avais fini. Et d'ailleurs, je lui ai envoyé le lien pour qu'elle se le procure. Parce que ce livre est d'une beauté. Voilà, c'est un vrai chef-d'œuvre. J'ai aussi fini Un barbare en Asie d'Henri Michaud, ici chez Gallimard Imaginaire. Alors, ce que je vous disais la dernière fois dans un de mes derniers carnets de lecture, c'est que j'étais pas sûre de le lire de façon précise, parce que j'y voyais pas forcément parfois un grand intérêt. Alors je l'ai effectivement parfois lu, en fait c'est assez bien chapitré, c'est-à-dire que les chapitres sont assez courts, c'est écrit de façon assez grosse quand même, et vous voyez par exemple là je tourne la page et c'est déjà fini. Donc quand le sujet m'intéressait pas plus que ça, parfois je sautais, j'allais chercher des choses qui pourraient m'intéresser. En tout cas, comment dire, donc j'ai lu ce livre sans lire la préface, j'y suis allée dedans, je savais qu'il n'était pas bien noté. Et je comprends pourquoi. C'est un livre en fait d'un voyage en Asie que Henri Michaud a fait en 1930, si je dis pas de bêtises. Donc c'était pendant, il avait quoi, 30 ans quoi. Je crois qu'il l'a écrit en 1930. Et donc il est allé voir le continent asiatique durant cette période. Et il va nous faire part de ses impressions, mais aussi faire des généralités sur les peuples de ces différents pays. Donc ça commence par un portrait cinglant de l'Inde que j'ai trouvé hallucinant. Vraiment, j'ai trouvé hallucinant la façon dont j'ai trouvé que c'était assez violent en fait. Il emploie des mots... Il emploie des mots assez rudes, donc il va parler de la façon dont les différents peuples vivent ensemble, leurs symboles,
leur art, leur langage, leur physique. Alors ça, c'est assez déroutant, la façon dont il va juger même leur physique. Alors, il y a certainement une empreinte sociologique qui voulait à ce moment-là, en fait, mettre derrière son récit. Et je pense que c'est un récit de jeunesse. Alors, j'ai lu la préface ensuite, où justement, il va vraiment faire son mea culpa, en fait, dans la préface, en expliquant que ses propos, déjà, il y a eu 30 ans entre l'écriture de son livre et la nouvelle traduction qui a été faite. Donc là, c'était 1967, sur la première publication de son livre en 1937, mais le voyage, il l'a fait avant. Et c'était intéressant de voir la façon dont lui-même, en fait, ne cautionne plus du tout, ne cautionne déjà plus du tout son récit 30 ans après. Il en revenait même pas d'avoir écrit ça. Et c'est intéressant de le lire avec ça, cette idée-là derrière. Parce que c'est en fait le portrait de pays vu par un occidental, qui donc a tout son bagage et qui va venir en fait juger de l'état de ces différents pays qui sont en pleine construction la plupart du temps. Donc on a l'Inde, on a la Chine, on a le Japon, on a la Malaisie, voilà. Donc il y a beaucoup d'avis différents. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc là, j'ai noté quoi? Par exemple, là, on est en Inde méridionale. Donc il parle du visage des gens, pour que vous vous rendiez compte. Quant aux hommes, des faces butées d'hérétiques, quelques profils et yeux de lézards, malades surtout, ils ressemblent aux lézards. Nez, yeux, bouche, rassemblés, tassés, comme sous l'effet d'une malédiction ou d'un cataclysme. Des fronts bas, un ruban frontal, devrait-on dire, et le crâne au poil dru, mais il est rasé jusqu'à mi-tête, contribue à le rendre singe. Voilà, c'est quand même assez... Il parle aussi de la langue, des différentes sonorités, ce que ça sous-entend. Alors, il y a des choses intéressantes quand même dans ses propos, mais c'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses qui peuvent être justes d'un point de vue culturel. Quand il fait l'analyse, par exemple, du théâtre ou de la musique, ça peut être intéressant d'aller lire ce qu'il a écrit. En revanche, vraiment le prendre avec des pincettes. Il va parler, par exemple, il y a un moment, il parle de la femme chinoise. Il parle de la façon dont la femme chinoise fait l'amour. Ce moment-là, qui est à la page 148 de cette édition, je ne vais pas vous le lire, mais il a une vision des femmes, le gars. Il va dire, la femme chinoise, elle est comme ci, la femme française, elle est comme ça, la femme japonaise, elle est comme ça. Là, des moments, je levais les yeux, quoi. Par exemple, c'était intéressant ça. Voilà, donc en fait, moi j'ai navigué entre des choses qui m'ont fait lever les yeux et des choses que j'ai trouvées intéressantes. Il parlait de la vision de la mort chez les Chinois et de celle de nous occidentaux. Nous, en fait, ça nous terrorise. La mort, c'est vraiment c'est vraiment l'ultime tragédie. Voilà, donc on fait tout un pataquès là-dessus. Le Chinois regarde la mort sans aucun tragique. Un philosophe chinois déclare très simplement: un vieillard qui ne sait pas mourir, je l'appelle un vaurien. Voilà qui est entendu. D'ailleurs, le tiers de la Chine est un cimetière, mais quel cimetière? Bon, bref, après, il continue sur d'autres choses. Mais c'est vrai que il va en reparler après plus précisément. Mais c'est intéressant, le point de vue, d'un point de vue culturel, ce que ces gens-là... cette culture-là, comment est-ce qu'elle, c'est comme en Afrique, quoi. La mort, ça fait partie de la vie, en fait. Alors que nous, c'est notre horreur, notre culture nous l'a fait détester. Alors que dans certains, non, pas du tout. Mais bon, voilà, il avait au Japon aussi, c'était pas mal. Alors au Japon, le problème, c'est que quand il y allait, il a détesté. C'était juste avant la guerre, et donc il sentait qu'il y avait quelque chose, et donc il a détesté, et là il va faire un énorme mea culpa, parce que pour lui le Japon 30 ans après n'a plus du tout le même visage. Donc c'était intéressant. Il parle des femmes à Bali et de le fait qu'elles aient les poitrines à l'air, et que ce soit tout à fait normal.
Là voilà, donc c'est quasiment plus le cas, j'imagine, à Bali. Je ne sais pas, j'y suis pas allée, mais je pense que la société a vraiment beaucoup évolué depuis. Voilà, donc c'était quand même intéressant, mais vraiment, voilà, lire la préface, c'est très intéressant. Il va vraiment revenir sur tout ce qu'il a pu faire. Allez, on va parler du livre que j'ai fini. Donc, c'est L'été de la sorcière de Nashiki Kao. On est aux éditions Piquet. Alors, j'ai bien aimé ce récit. L'histoire, en fait, d'une jeune fille, d'une petite fille, qui a des problèmes à l'école. Elle n'arrive pas à aller dans le moule, hein, elle est différente, elle pense différemment. Sa mère a des difficultés à gérer les propres difficultés de sa fille, et donc elle va aller la laisser chez sa grand-mère qui va lui apprendre des choses intéressantes sur ses aïeux, entre guillemets, et sur sa façon à elle de voir le monde. Parce que cette grand-mère, elle est vraiment très particulière. Elle a quand même l'art de connaître toutes les plantes. Elle vit dans un univers, elle est vraiment à la campagne, elle vit dans un univers vraiment à part. Et May, cette petite jeune fille, va ouvrir les yeux sur la beauté et l'intérêt de la simplicité. Pour moi, c'est vraiment un livre sur la simplicité. Dans un monde qui court à 100 à l'heure, il y a une bulle qui s'installe entre cette grand-mère et cette petite fille, avec un côté un petit peu magique, mystique, que je trouvais pas forcément utile, qui ne m'a pas forcément plu. Mais pour moi, c'était suffisant en fait de voir cette relation entre cette petite fille et sa grand-mère. Le propos est extrêmement simple puisqu'il est vu du point de vue de cette petite fille, un peu trop à mon goût. J'ai pas trouvé que c'était particulièrement bien écrit. J'ai trouvé que c'était un récit intéressant sur la nature et ce qu'on peut en faire. Ça parle de... Comment ça s'appelle ? De la façon de faire son propre jardin, je cherche le mot, vous voyez, la permaculture. Ceux qui aiment la permaculture trouveront des petites astuces dans ce livre. Ça parle de recettes faites à base de plantes. Voilà. J'ai trouvé que c'était plutôt chouette. Après, ça parle de revenants, ça parle d'âme. Le sujet sur la mort, là, m'a un peu... J'ai pas trop aimé le sujet sur la mort et la façon de la rendre supportable. Voilà, il y a un truc là qui m'a pas trop plu, mais voilà, après j'ai pas cautionné tout ce qui était dit dedans, mais j'y ai pris ce qui était à prendre. C'est un récit qui se lit vite, c'est un récit léger et doux, vraiment. Et j'ai trouvé, alors dans cette édition là, l'auteur qui donc du coup, elle a été rééditée 30 ans après aussi, je crois. Et elle explique qu'elle a rajouté en fait quelques nouvelles, notamment l'histoire de Blackie, qui est ce chien, le chien de la maman de May, qui quand elle vivait en fait avec sa mère. Ensuite, il y a aussi le récit vu du point de vue de la grand-mère. Ça, c'était super chouette. J'ai bien aimé le dernier récit. Il était très beau, le dernier récit. Voilà, donc je vous le conseille. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Mais si vous aimez les récits un peu doux, attendrissants sur la transmission de savoir, sur la beauté de la nature, de ce qu'elle a à nous offrir, et besoin de faire une pause, une respiration, je vous le conseille, vraiment. C'était vraiment chouette. Voilà. Et puis en BD, j'ai lu le premier tome de Flow de Yuki Urushibara chez Big Kana. C'est en 3 tomes. Et le rythme, alors j'étais pas bien quand je l'ai lu, donc j'ai trouvé le rythme un peu lent. On y parle en fait, donc le flow, il y a une petite définition, je vous lis là. Fluctuation de l'espace, toute matière est animée en permanence d'un mouvement oscillant infime qui la rend instable, allant parfois jusqu'à la déséquilibrer et à entraîner une modification de sa forme. Donc lui, là, comment s'appelle-t-il ? Hirota, avec son chat, qui est ici, Chacho. En fait, ils sont spécialistes des flots.
Et donc ces flots en fait, vont déformer l'environnement. Par exemple, une rue où il y avait 3 embranchements va se transformer en 5 embranchements d'un coup. Et donc si les personnes étaient dedans, elles sont coincées tant que le flot n'est pas parti. Lui, il arrive, il constate si c'est un flot. Il se rend compte souvent qu'un flot peut être lié à une réaction très forte de quelqu'un qui était pas loin en fait du phénomène. Il va aller chercher cette personne et régler le problème pour qu'ensuite le flot disparaisse et que tout redevienne normal. Parfois, il y a des flots qui sont très importants, qui sont des fluctuations de l'espace, et en fait, il ne peut pas faire grand-chose, et il va juste dire ça va durer tant de jours, attendez tant de jours, ça va se terminer. Et en fait, c'est des petites scénettes comme ça. Il va rencontrer cette jeune fille, petite fille de 12-13 ans, qui va venir l'aider. Il va comprendre qu'elle est un petit peu particulière parce qu'elle-même, elle a subi quelque chose. Et c'est rigolo, leur relation est plutôt marrante. Le chat, il est top. Il est top, ce chat. Et voilà. C'est pas... Voilà, je pense que si on le trouve, on achètera peut-être les 2 autres, mais je suis pas sûre. C'est pas passionnant quand même, mais c'est plutôt sympa. Je vais vous montrer un petit peu les dessins dedans. Parfois, il y a des dessins assez beaux. Avec cette ambiance un peu nébuleuse. Je sais pas si je peux vous montrer. Voilà. Parfois, il y a des ambiances un peu nébuleuses, vous voyez. Voilà, donc c'était pas mal. Et puis, j'ai lu hier soir Question d'équilibre de Picobog chez Dargaud. Et là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Donc on est dans une... Si je peux vous dire des choses, donc on retrouve toujours les personnages de Picobog et sa sœur Anna avec ses parents. Là, il y a un copain des parents qui vient aussi et qui essaie de parler du Père Noël. Alors si vous voulez le lire à Noël, celui-là, je vous le conseille parce qu'il y a vraiment une empreinte hivernale. Et plein de petites scénettes trop rigolotes. C'est le numéro 3 de la série. Moi, ce qui est sûr, je vous le dis en secret, c'est que je vais acheter d'autres volumes pour le mettre dans le calendrier de l'Avent parce que j'adore, c'est trop bien. Et voilà, donc ça c'est sûr que je vais mettre dans le calendrier de l'Avent. C'est trop rigolo. C'est vraiment très marrant parce que en tant que parent, on se retrouve. En tant qu'enfant, les enfants sont loin d'être bêtes. Pourtant, ils n'ont pas forcément des bonnes notes à l'école, mais ils ont une répartie. Mais j'adore. C'est vraiment l'univers des enfants. Mais les parents sont aussi très, très rigolos. Parfois, il n'y a pas de dessin. Je vous montre. Il n'y a pas de paroles. Donc là, ils sont trop contents. Il neige et tout. Ils jouent. Et puis après, c'est tout pourri. C'est trop marrant. Voilà. Bon, alors là, du coup, en lecture, j'ai commencé Racine de Alex Haley. Faut que je lise mes 3 petits chapitres aujourd'hui. Ça m'a bien plu hier, mais bon, c'est très court cette lecture pour le moment, donc je ne peux pas trop vous dire. J'attends de voir. Et j'ai repris Les Aventuriers de la mer. Et en audio, j'ai Betty de Tiffany McDaniel dans mes oreilles. Donc, je vais continuer ce week-end et on verra. Dimanche, je vous ferai un point ou lundi matin pour voir un petit peu ce que j'ai pu avancer. Voilà, je vous laisse là pour le moment.
Hello du lundi 5 septembre. Il est temps que je vienne clore ce carnet de lecture et que je vous parle un petit peu de mes dernières lectures. J'ai lu et j'ai beaucoup aimé Faire l'amour de Jean-Philippe Toussaint, qui est le premier d'une saga, la saga de Marie, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une série, en fait, c'est toute une histoire, il raconte son histoire d'amour avec Marie, et sur plusieurs romans. Apparemment, d'après ce que j'ai lu dans la postface, oui, que Jean-Philippe Toussaint, en fait, est un auteur qui, au départ, faisait des livres plutôt humoristiques. Alors, je ne connais pas. Et en fait, il a basculé un petit peu en commençant cette saga. Il a basculé pour faire quelque chose d'un peu plus profond. Alors, on garde un petit peu des notes d'humour, mais alors très très légères, pour raconter cette histoire. Alors, c'est une histoire assez banale d'un couple qui s'aime depuis beaucoup d'années et qui se retrouve une nuit à Tokyo. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ne s'aiment plus et ils vont se quitter. Donc en fait, c'est vraiment l'histoire de la fin de leur histoire. Et ça se passe sur une nuit, une seule nuit. Voilà, donc c'est le point de vue de l'homme. J'ai trouvé, je vais pas vous raconter plus que ça, je peux juste vous dire que elle est créatrice de prêt-à-porter. Elle vient à Tokyo parce qu'elle vient faire une exposition. Elle a beaucoup de renommée, on va dire, internationale. Et donc elle est accueillie vraiment, elle est attendue, quoi. Et lui, en fait, il la suit. Alors, on a l'impression qu'il se cherche un petit peu. L'histoire commence un petit peu étrangement. Il y a ce personnage masculin qui explique que très vite, on comprend que ça va être de quoi il nous parle, de cette fin d'histoire d'amour. Et en fait, il a une fiole d'acide avec lui. Et cette fiole d'acide va débuter l'histoire et va finir l'histoire. Et à chaque fois, il y a comme une tension par rapport à l'utilité qu'il pourrait en avoir. Et c'est une sorte de fil directeur de toute cette histoire. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'était écrit, j'ai beaucoup aimé la simplicité de l'histoire, le fait qu'on prend un sujet finalement assez banal pour en faire comme une esquisse. Pour moi, c'était très cinématographique. C'est aussi un paysage de Tokyo la nuit qui représente beaucoup de choses, plus que ça, qui représente la vie, l'amour. Je trouvais qu'il y avait vraiment plusieurs couches à ce roman, plusieurs significations. Ça m'a beaucoup plu. En plus, moi, je l'ai beaucoup lu la nuit, parce que ce moment, j'enchaîne des nuits coupée, donc je me réveille et en fait pour essayer de pas trop brainstormer, ce qu'elle appelle brainstormer, je lis et généralement je me rendors au bout d'une heure, 1h30 quand je parle de train qui passe. Généralement quand je me réveille la nuit, il faut que j'attende 1 heure ou 1h30 avant que le second train passe et que je puisse me rendormir. Et là donc je l'ai vraiment lu la nuit, donc j'étais vraiment dans une bulle avec ces personnages et j'ai trouvé que c'était très beau. J'ai trouvé que ces personnages étaient très beaux et que cette fin d'histoire d'amour était belle. Et alors, il est mal noté sur Livre Addict. Et ben moi, j'ai aimé. C'est pas la première fois que je remarque ça, mais j'ai beaucoup aimé la plume. Alors, j'ai la suite dans ma pile à lire qui s'appelle Fuir, qu'il faut que je retrouve et que je mette dans ma pile à lire et que voilà, pour pouvoir lire la suite parce que ça m'a bien plu. C'est pas un coup de cœur, mais on n'est pas loin, quoi. Je sais plus combien j'ai mis, j'ai dû mettre 4,5 sur Livre Addict. Et puis j'ai fini d'écouter, parce qu'hier j'ai fait une énorme séance de teinture. Donc pendant 3 à 4 heures, hier j'ai écouté la fin de ce livre audio. Betty de Tiffany McDaniel, ici chez Gallmeister dans la version poche. Énorme saga qui raconte l'histoire de cette jeune fille, cette petite fille, mélange Cherokee et américaine. Ouais, sa mère est blanche et son père est Cherokee et elle a beaucoup de frères et sœurs, mais elle est celle qui a le plus de traits de caractère proches de ceux de son père, donc en fait c'est très physiquement visible.
et ça lui facilite pas la vie. Alors on est en quelle période? Je sais pas, je dirais dans les années 1960. Cette histoire se passe dans les contreforts des Appalaches, dans le sud de l'Ohio. Et alors, ça se passe quand? J'aimerais savoir. Voilà, 1909-1961, ça c'est la première période. La première période, en fait, raconte l'histoire de la rencontre entre le père et la mère de Betty et la naissance des enfants. Voilà, tout ça. Et en fait, on est du point de vue de Betty. C'est Betty qui va nous raconter cette histoire. Il y a parfois des coupures de presse, de la presse locale de ce lieu là où ils habitent, dans l'Ohio, qui explique qu'il y a une personne qui sème un peu la panique en tirant des coups de fusil, et du début jusqu'à la fin, on ne sait pas qui c'est. Donc c'est aussi un petit fil directeur, fil conducteur de toute l'histoire. Et puis on va découvrir qui est Betty, ce tempérament. Elle a un tempérament bien trempé, qui a une relation très particulière avec son père, qui lui apprend beaucoup de choses sur la nature, la vie en général. Elle a une relation super belle, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, la relation entre son père et sa fille. Elle a une mère qui est assez instable psychologiquement, et on comprendra rapidement pourquoi. Elle a beaucoup de frères et sœurs qui sont tous un petit peu différents. On va très vite voir qu'il y en a un qui va mourir étouffé. Il y en a un autre qui est bègue. Voilà. Une plus grande sœur qui est plutôt blanche et qui aime bien qu'on la regarde. Voilà, elle a plusieurs personnalités autour d'elle qui sont très différentes d'elle, et cette histoire va retracer toutes les interactions entre Betty, ses frères et sœurs, les personnes de son école avec qui elle a de très très mauvaises relations. Il va être question de harcèlement, il va être question de viol, de violence, de mort assez atroce. C'est un livre coup de poing. Alors en fait, je peux comprendre pourquoi ce livre a fait le buzz, mais je tiens à dire que pour moi, ça n'a pas vraiment fonctionné. En fait, j'ai trouvé ce que je peux reprocher. Vous savez que parfois je peux être un peu dure avec ça. Je trouve que c'est une succession de drames. Alors certes, je comprends bien que la condition des Indiens à cette époque, d'un point de vue historique, était extrêmement difficile, et j'ai bien conscience que le harcèlement qu'elle a subi était réel. En revanche, il y a d'autres choses qui se passent à côté, et on a l'impression que petit à petit, l'histoire se construit sur tous ces drames qui s'enchaînent. Et il y a un moment où on se dit, ok, d'accord, encore un mort, encore un truc terrible. Dis non, c'est pas. À chaque fois, je me disais non, c'est pas possible, c'est fou. C'est vraiment. Alors, je n'ai pas. Ça m'a pas touchée. C'est-à-dire que je n'ai pas été émue par ce livre. Je pense qu'on peut vraiment être ému. Moi, je l'ai pas été. Je l'ai pas lu, hein, je l'ai écouté. Donc peut-être que c'est ça aussi qui fait que ça l'a pas forcément fait pour moi. Hein, c'est tout à fait possible. Alors, je trouvais que c'était quand même pas mal lu. Hein, c'était bien lu. Oui, je trouve que c'est un enchaînement de drames qui est un petit peu facile en fait, et qui du coup n'apporte pas plus que l'apitoiement en fait du lecteur. Je me suis pas dit oui, elle a un super tempérament, ouais, elle est intelligente, elle va vraiment s'en sortir. Je trouvais que finalement on parlait de son point de vue, mais finalement, le personnage de Betty, elle m'a pas plus touchée que ça. J'avais pas forcément envie de savoir ce qu'elle allait faire. Je trouvais qu'elle subissait beaucoup. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'elle écrit. Et elle écrit les histoires, et notamment les histoires qu'elle ne peut pas supporter parce que c'est très dur pour elle à entendre. On lui confie des choses qui sont terribles. Et elle va, comme exutoire, les écrire, les mettre noir sur blanc. Et certainement, ce livre raconte... comment elle a écrit ce livre. Vous voyez, c'était un peu un livre dans le livre. Donc, c'était pas mal. Je trouve que c'est bon. Voilà. Ils disent que, effectivement, pour affronter le monde des adultes, Betty découvrira le pouvoir réparateur des mots.
Ok. Voilà, moi j'ai moyennement aimé. C'est comme ça, des fois ça passe avec certains lecteurs, on est tous différents. Mais je comprends que ça ait plu. Et la plume est assez belle, hein. Franchement, vraiment, je suis d'accord. Hein. Voilà, donc Big Pavas, je l'ai lu, c'est un des livres préférés de ma meilleure amie Sophie, donc qui me l'a conseillé, et donc ça sera celui que je rentrerai dans le cadre du challenge des éditions du Seuil, et je l'ai lu. Voilà, je sais qu'elle a sorti un nouveau livre là à la rentrée littéraire, si ça vous intéresse. Et bien voilà, on va clore ce carnet de lecture avec ça, et puis je vous fais des bisous. Je suis trop contente, il y a la vidéo de Guy Mosterier est sortie ce week-end avec l'annonce des menus et des catégories pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je suis en pleine réflexion, j'ai des piles devant moi, c'est pas encore précis. J'avoue que j'ai eu du mal à mettre les livres que je voulais lire dans les menus et les catégories. Mais je vais faire ça à ma sauce. J'hésite, en fait, moi j'ai très envie de faire... une pile à lire roman, une pile à lire graphique, en essayant de rentrer dans les thèmes. Et je pense même me faire une petite liste de séries et de films à regarder, parce que j'ai envie qu'on fasse ça avec les garçons, ça peut être sympa à l'automne. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse pour la pile à lire, que j'ai pas encore tourné, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo à part pour les livres, une vidéo à part pour les graphiques et une vidéo à part pour les films et séries, ou est-ce que je mets tout en même temps? Je sais pas trop. Dites-moi en commentaire si vous avez une envie particulière, parce qu'après du coup ça fait des vidéos à rallonge et c'est pas forcément le plus sympa à regarder. Voilà. Moi en attendant, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, je vous souhaite une belle semaine de lecture et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye!